Bonjour et merci de nous rejoindre pour les 4e Mad Talks qui se sont tenus le 26 mai. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être avec nous pour la 4e édition des Mad Talks. Alors comme vous le savez, parce que vous êtes tous des amis de Mad ici, la semaine dernière était importante pour Mad. Nous avons partagé la première partie de notre étude, Luxury Convalescence Fast Forwarding, qui est, je vous le rappelle, disponible en français et en anglais sur notre site. Alors en deux mots, c'est un travail collectif que nous avons fait chez Mad et que nous avons fait aussi en interviewant 45 personnes de l'industrie pour commencer par un tour d'horizon sur l'impact business de la crise sur les maisons de luxe en 2020. Et puis au-delà de l'année, nous avons analysé des accélérations de tendances qui étaient déjà engagées chez les clients du luxe, qui sont transversales à toutes les catégories de produits et qui, selon nous, vont dessiner les nouvelles règles du jeu de l'industrie. Alors vos retours nous ont d'ailleurs fait super plaisir et nous sommes vraiment sur les starting blocks pour lancer la prochaine partie de l'étude la semaine prochaine, mercredi. Et c'est pour cela que ce soir, on a un talk qui est un petit peu spécial. En fait, dans l'étude, nous ferons la semaine prochaine le focus sur deux secteurs très très différents de l'industrie du luxe, qui sont d'un côté l'horlogerie et la joaillerie, et de l'autre côté la beauté. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, nous avons la joie d'accueillir deux invités, eux aussi très différents. D'un côté, Nasser, qui est le directeur commercial et numéro 2 de Breitling, qui est une merveilleuse maison d'horlogerie suisse indépendante fondée en 1884. Et ensuite, nous aurons Justine Hutto, qui est cofondatrice de la marque Respire, qui fait partie de ces jeunes marques de beauté qui sont hyper inspirantes pour tout le monde. Alors, je vais laisser Marie Marchand, qui est partenaire chez Mad depuis 8 ans, interroger Nasser. Et puis Justine sera interviewée par Delphine. Cher Nasser, un grand merci d'être avec nous ce soir. C'est toujours un bonheur de pouvoir t'écouter sur les enjeux de l'horlogerie, car ton regard sur l'industrie est particulièrement complet, à la fois pragmatique et stratégique. Donc, c'est bien sûr lié à ton parcours. En résumé, après 3 ans chez Tag Heuer, tu as passé 9 ans dans le conseil chez McKinsey en tant que partenaire. Puis, tu es revenu à ton industrie favorite, à ta passion, en intégrant en 2017 le comité exécutif de Breitling en tant que Chief Commercial Officer, comme l'a dit Jean. Alors d'abord, une première question sur l'impact immédiat de la crise actuelle. On constate que pour beaucoup de catégories du luxe, c'est un accélérateur de tendance qui était déjà enclenché, et notamment sur le point du online, où les marques horlogères ne sont pas réputées pour être à la pointe. Qu'est-ce que toi, tu as observé, que ce soit du côté des initiatives des marques, des distributeurs ou des comportements clients? Très bien, bon, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de participer à ce Mad Talk. En fait, on a une blague un peu chez Breitling qui consiste à dire que le meilleur Chief Digital Officer, finalement, ça a été le Covid-19. L'accélération en 6 semaines en termes d'adoption du online, pas uniquement du e-commerce, a été fascinante. Je m'explique. En ce qui concerne Breitling, déjà, on est passé de 3 pays avec du e-commerce à 9 pays e-commerce. Donc, nous avons fait en l'espace de quelques semaines ce qui d'habitude nous prenait 1 an, voire 2 ans. La deuxième chose, c'est que nos détaillants, il y avait très peu qui faisaient du online, seulement les grands groupes. Et depuis, en 2 mois, on est passé à la moitié de notre réseau qui fait du online, qui se mettent à utiliser les réseaux sociaux, le training, l'utilisation du online, du training en ligne, s'est fait à une fréquence, une vitesse extraordinaire. En fait, on n'aurait jamais pu penser qu'on pouvait former à distance aussi efficacement et aussi de façon aussi régulière. Même la façon d'interagir ou de vendre avec nos détaillants, comme vous le savez, donc Breitling a quitté la foire de Bâle l'année dernière, donc on avait prévu de faire un summit, mais on ne l'a pas fait. On a fait un summit digital et qui a été suivi par des conférences avec des détaillants, donc les ventes, même wholesale, sont faites en ligne, donc les démonstrations de produits, les emails, donc il y a toute une adoption assez extraordinaire au niveau de Breitling. Mais pas que nous, en fait, que ce soit nos marques confrères ou concurrentes, que ce soit les détaillants, donc en ligne, pour la vente, pour le training et pour l'engagement du client, c'est développé à une vitesse et c'est un point de non-retour. Ce ne sera plus jamais comme avant. Voilà. C'est ce qu'on a observé. Donc, c'était le meilleur Chief Digital Officer qu'on ait jamais pu avoir. Voilà. Merci beaucoup pour cette vision du online. Alors, en termes d'attente client, quelle est ta vision sur l'évolution des envies et des comportements? Alors, il y a en particulier un sujet qu'on avait abordé quand on avait préparé ce call ensemble. Tu m'avais expliqué au sujet de la clientèle locale.
que c'était une vraie préoccupation pour Breitling depuis longtemps. Alors, c'est vrai que ce sujet devient ou redevient vital pour beaucoup de marques. Donc, qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus? Qu'est-ce que vous avez prévu pour aller plus loin sur ce sujet de conquête ou reconquête des clients locaux? En fait, pour Breitling, la clientèle locale, ou si vous voulez, l'attention à la clientèle locale est une seconde nature. Ça fait des décennies que Breitling a mis en place une stratégie délibérée sous l'ère Schneider et sous l'ère c'est avec Georges Kern sur la clientèle locale. En fait, ça a fini par devenir un inconvénient. Donc, Breitling était très peu fort en Chine, très peu dépendant de la Chine, avec une pénétration de la clientèle chinoise très faible chez Breitling finalement, mais aussi même en travel retail. Dans la plupart des pays, Breitling fait 80-90% de son business avec la clientèle locale. Ça s'est fait comment? Ça s'est fait donc sur cette politique délibérée sur des années, sur une décennie, investissement systématique entre 15 et 20% du chiffre d'affaires en marketing local, un SAV local très dense, très développé, qui est peut-être l'un des plus étoffés, l'un des plus importants de l'industrie. Et si vous voulez, une espèce de customisation, parfois poussée à l'extrême, des produits aux goûts locaux. Donc, par exemple, sur des modèles, on finissait par avoir des tailles, sur des modèles de taille 42, 44, 46. On a essayé de revenir un peu en arrière, mais on a réalisé que 46 marche aux US et 42 en Asie, 44 en Europe. Donc Breitling a toujours été une marque avec un accent local, tout en restant une marque globale avec des valeurs reconnaissables internationalement. Et du coup, avec la crise, on a moins ce problème d'avoir une clientèle chinoise qui représente 70%, 60 ou 50% du business qui disparaît. Donc, ça travaille pour nous comme un très bon amortisseur de la crise, mais ça nous amène aussi à continuer à travailler encore plus la clientèle locale et continuer à travailler ce qu'on appelle le grassroots. Aussi, j'ai oublié de mentionner un maillage de distribution très important. Nous avons 1500 points de vente. Quand je suis arrivé, on en avait plus, j'en ai réduit, mais on a toujours voulu garder un maillage important. En Allemagne, on est présent dans toutes les villes, Tier 1, Tier 2, Tier 3, avec un maillage très fort. Donc, investissement marketing, SAV, un maillage de distribution assez important, et une proximité client, et une adaptation des produits assez grassroots, qui a toujours été important chez Breitling et qu'on continue à développer. Voilà. Il y avait un point aussi en particulier que tu avais soulevé quand on avait préparé ce call, qui était au sujet toujours de cette clientèle locale, la clientèle de graduation aux États-Unis en particulier, et le fait d'aller parler à cette clientèle. Est-ce que tu as un point particulier là-dessus? Parce que c'est… En fait, c'était en réponse à une question sur les millennials. Est-ce que Breitling cible la génération millennials, génération plus âgée? Donc, par nature, les montres, produits assez chers. En fait, vous avez ceux qui achètent les montres pour eux-mêmes, donc ils doivent ça permettre. Vous avez le gifting. Et dans le gifting, il y a les graduations, qui est un segment, en tout cas pour Breitling, qui est assez important. Et on est passé d'un monde où le gifting était assez passif, mais aujourd'hui, les jeunes influencent beaucoup les marques qu'ils veulent avoir. Donc, il est important pour nous d'être présents et d'être perçus comme une marque cool. Cette audience jeune de 18-19 ans qui recherche des produits plus simples, plus en accord avec leurs attentes. Donc, les notions d'être éco-friendly, d'être cool, est très importante pour ce segment. Et ça peut être 20-25% des ventes annuelles. Hein, le gifting autour de graduation, ce n'est pas un petit business. Donc, c'est un segment qui est attaqué de façon indirecte. Ce ne sont peut-être pas eux qui achètent. Ce sont des influenceurs très importants. Et puis, ça prépare la génération d'acheteurs de demain. Et alors, au-delà des produits, en ce qui concerne vraiment l'expérience client, bon, elle reste très traditionnelle en horlogerie. Quel changement peut-on anticiper ou souhaiter, enfin, en particulier sur le rôle du vendeur? On entend beaucoup de choses sur les nouvelles façons de travailler dans et hors de la boutique en termes de clienteling. Qu'est-ce que toi, tu anticipes en termes de mode de travail du staff et de l'expérience client de façon plus globalement? Bon, déjà, je pense qu'il y a une rupture. S'il y avait une tendance, mais ce qui s'est passé pendant le Covid et en ce moment va accélérer cette tendance. On ne peut plus raisonner en termes de footfall. Il faut bannir ce mot. Cette notion d'avoir un footfall comme comment dirais-je, des centaines et des milliers de clients qui viennent dans la boutique, qu'on reçoit, on essaie d'en convertir 2 ou 3%. Il ne faut plus raisonner comme ça. Donc, il faut raisonner
Il faut être customer-centric, comprendre que les clients ont une customer journey. Ils peuvent commencer par s'enseigner en ligne, venir dans une boutique, acheter dans le multi-brand. D'autres qui commencent dans le multi-brand, s'enseignent en ligne et finissent dans la boutique. Si vous voulez, il faut faire ce clienteling, livrer une expérience d'exception dans les points de vente. Et il faut que les vendeurs travaillent cette notion d'aller chercher le client, des invités. D'ailleurs, aujourd'hui, on va développer des tools de appointments qui sont plus importants qu'avant. Vous ne pouvez plus maintenant juste attendre le footfall. Il faut organiser les visites, il faut les caler, il faut faire le suivi. Et tout ce travail-là, on utilise des outils pour le faire, c'est très important. Et dans la façon ne serait-ce que de suivre sur la journey du client qui vient sur 2-3 mois jusqu'à ce qu'il y ait l'acte d'achat, est un changement important en termes de mindset des vendeurs. Il ne s'agit plus d'attendre que le client vienne, on convient à 3% et c'est fini. Il faut développer une relation beaucoup plus proche avec ses clients, d'où l'importance d'être proche de la clientèle locale, qui est moins transient, donc on peut travailler dans la durée. Dernière question, peut-être au sujet des canaux de distribution, qui est un véritable enjeu pour les maisons horlogères. Donc, le wholesale, que ce soit des multimarques ou des boutiques externes, c'est un canal ultra majoritaire pour beaucoup d'acteurs. Comment va-t-il évoluer? Alors, d'une part, pour coller mieux aux attentes, bien sûr, des clients finaux, mais aussi pour optimiser la relation entre la marque et ses partenaires. Bon, déjà, pour commencer, moi, je n'aime pas trop le terme de wholesale, mais je vais l'utiliser quand même. Ce que je vais vous expliquer de façon simple. Si vous voulez être une marque locale forte, qui est à la fois globale en termes de values, mais qui est très proche de la clientèle locale, vous devez avoir un maillage local fort. Pour avoir un maillage local fort, vous devez avoir ces 1500 points de vente, vous devez avoir des partenaires qui investissent dans les boutiques. Donc, pour nous, le wholesale est très important, est un partenaire stratégique. Et d'ailleurs, je pense pour l'industrie, je ne vois pas comment ça peut être autrement. Vous aurez le développement du monobrand, mais la plupart du monobrand se fait sous forme de franchise avec nos partenaires wholesale. Par ailleurs, les partenaires wholesale développent leur offre multi-brand qui s'enrichit et ce n'est plus une offre de counter simple, c'est une offre beaucoup plus riche. On voit des concepts de mini-boutiques, de shop-in-shop, donc des boutiques plus light. Vous avez donc du mono-brand dans un contexte multi-brand, mais qui coûte beaucoup moins cher, où ils peuvent partager le back of the house en termes de synergie, le staff, le rent. Il y a plein de choses. Donc, vous pouvez avoir des mini-boutiques de 30 mètres carrés, mais qui ne sont pas vraiment de boutiques, qui avant étaient appelées corner. Donc, vous avez un développement du monobrand qui est en fait opéré par les wholesale partners. Le réseau multi-brand s'enrichit, devient avec des corners, avec du shopping-shop beaucoup plus appealing en termes d'expérience client. Le détaillant simple de counter va disparaître. Je pense que ça va rester, mais ce n'est pas viable parce que l'expérience n'est pas très riche. En plus de cela, les meilleurs wholesalers, les meilleurs retailers développent une expérience omnichannel qui est très forte. C'est-à-dire qu'ils ont une intégration très forte entre leur e-commerce, leurs réseaux sociaux, leur monobrand, avec du shop and collect dans les boutiques, comme le font certains groupes comme Watches of Switzerland. Donc, le wholesale, pour moi, est complètement intégré à ce qu'on fait parce que le client, in fine, commence sa journey en ligne, il peut la finir dans le multi-brand ou la finir dans le monobrand, peu importe. Il faut juste que l'expérience soit très forte et très bien intégrée. Et on a aidé même beaucoup de nos partenaires à développer leur offre en ligne et leur présence en e-commerce parce que c'est fondamental. Quand vous lancez des campagnes internationales, c'est important que votre réseau soit capable, en utilisant les réseaux sociaux et leur website, qui doit être aussi bien merchandise que le monde physique, d'agir de concert. Donc, moins de points de vente, meilleurs points de vente en partenariat avec les wholesalers qui vont faire soit du monobrand, soit du multi-brand, mais un multi-brand beaucoup plus riche, beaucoup plus digitalisé. Bon, merci beaucoup Nasser, c'est hyper intéressant ce que tu racontes. On a parlé de digital, on a parlé du rôle du vendeur, on a parlé des relations avec les distributeurs, on a parlé de l'importance du client local et tout ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels on est convaincu que l'industrie horlogère, sur certains sujets, déjà avancé, sur d'autres beaucoup moins. En tout cas, c'était très important et très intéressant d'avoir ton témoignage ce soir. Je vais immédiatement passer la parole à Delphine qui va, elle, s'occuper de beauté, puisqu'elle incarne la beauté bien plus naturellement. Oh, je me demandais si tu allais oser la faire. Voilà. Merci. Ravie de vous avoir rencontré virtuellement, Nasser. Et effectivement, j'ai la chance, Justine, tu es-tu avec nous?
Oui, salut à tous. Ouais. Alors, je suis extrêmement contente de t'avoir avec nous parce qu'à chaque fois que je te parle, j'ai le sentiment que tu envoies un énorme shoot d'énergie et d'optimisme et je pense que c'est un ingrédient assez fondamental pour trouver la bonne route pour la suite. Alors, je vais me permettre de simplifier, de raccourcir terriblement ton histoire qui est assez fantastique. Mais peut-être que tout le monde ne la connaît pas. Donc, en 2018, tu termines HEC Montréal, tu rentres Ouais. en France, tu es très sportif, fan de course à pied, marathon, etc. Mais malheureusement, les médecins te diagnostiquent une tumeur bénigne à la poitrine. Et à cette occasion, t'alertent sur les risques des produits d'hygiène. Voilà, on s'appuie sur le pas. Je fais un grand saut, c'est le début de Respire, puisque finalement, c'est ce qui t'a inspiré pour lancer la marque d'hygiène d'aujourd'hui avec Thomas Meheux, ton compère. Et Exactement. aujourd'hui, en 2 mots, Respire, c'est une gamme de produits naturels, véganes, recyclables, fabriqués en France, vendus à plus d'1 million d'exemplaires, en online, en offline, 1000 points de vente, Sephora, Monoprix et j'en passe. Et puis, une communauté hyper engagée de plus de 250 000 personnes. Alors, je vous rassure tous, je vais me taire dans 2 secondes, mais c'était vraiment pour planter ce décor incroyable, cette réussite, ce succès de la start-up à la française, qui repose pas que, mais entre autres, effectivement, sur la communication digitale incroyable que vous avez faite, mais pas uniquement. Et comme le disait Jean, en fait, dans la suite de notre étude qui va sortir mercredi, on va se concentrer sur l'horlogerie, mais également sur la beauté. Et je simplifie également, on a identifié qu'a priori les marques gagnantes dans les mois ou les années à venir, ce serait le maquillage, certes, mais surtout le soin. Auprès des Asiatiques et avec une forte empreinte digitale. Voilà. Et top of the pop positionné comme prenant soin de ses clients. Alors toi, tu coches beaucoup de ces cases-là. Donc en fait, ma première question, elle est simple. Comment va Respire depuis début mars et qu'est-ce que ça vous a fait, cette situation pour l'instant? Alors, merci Delphine. Alors, comment va Respire depuis début mars? Donc, Respire déjà a fêté ses 1 an le 14 mai 2019, donc la semaine dernière. Donc, on est encore tout jeune. Début mars, c'est sûr que panique à bord parce que pour une structure comme nous, si jeune, ça a été quand même assez difficile de s'adapter, de faire partir toutes les équipes. On est 18 maintenant dans l'équipe, donc faire partir tout le monde en télétravail, se réorganiser. Je pense que ça s'est passé 6 mois plus tôt. Pour nous, c'était très, très compliqué. Donc, on a eu quasiment de la chance que ça se passe à ce moment-là et pas plus tôt. Donc, on a su se réorganiser en termes de télétravail, de site internet, de logistique. Donc, on fait toujours distribuer via notre site. Alors, on a les points de vente de Sephora qui ont fermé, bien évidemment. Donc, là, on a commencé à faire des modèles prévisionnels en se disant qu'on allait être à 0 € d'entrée en avril, en mai. On voyait même un ralentissement. Les 2 premières semaines de confinement, gros ralentissement sur le site internet. Donc, on se dit en fait, les consommateurs ne sont même plus prêts à consommer, à commander en ligne. Surtout qu'on a une communauté, des consommateurs qui sont quand même très engagés et avec les valeurs naturelles, éco-responsabilité, bien-être, santé. Donc, en fait, prendre soin de soi, prendre soin des gens. Donc, nous, les messages qu'on recevait, c'était on n'ose pas commander parce qu'on ne veut pas mettre les facteurs, les logisticiens en danger pour venir nous livrer des produits d'hygiène. Donc, nous, au tout début, on s'est même posé la question si on fermait le site. Et puis, on trouvait que c'était quand même une bêtise parce qu'en tant que marque d'hygiène, on a quand même une certaine responsabilité, surtout dans la période de confinement et de Covid, de prendre soin des gens, les gens continuent de se laver, de prendre soin d'eux chez eux. On vend du savon, donc forcément, le savon, même si idéal, les gens peut-être en mettaient un peu moins chez eux, je ne sais pas. Mais en tout cas, le savon, les gens continuent d'utiliser. Et donc, gros ralentissement pendant 2 semaines. Et finalement, au bout de la 3e semaine, ça a commencé à reprendre au point que ça a repris, mais de manière très forte. On faisait plus de ventes là au bout de la 3e semaine, donc vers début avril. On faisait plus de ventes début avril que ce qu'on faisait en février. Donc en fait, on se disait, il y a un truc là. Et on s'est rendu compte que, Nasser le disait très bien tout à l'heure, le digital est devenu très, très fort dans cette période de Covid. Clairement, nous, on a pris le tournant très rapidement en adaptant notre communication. Tu le disais, on est une marque très digitale, on est très, très présent sur les réseaux sociaux. Donc, on a pris un tournant où on s'est mis à faire des lives tous les jours, quotidiennement, interagir avec notre communauté, essayer de leur changer les idées parce qu'il y avait beaucoup de médias très anxiogènes qui parlaient uniquement du confinement, du coronavirus. Nous, on essayait de changer les sujets, on faisait intervenir des personnes, mais de tout type. On a fait intervenir, par exemple, quelqu'un qui nous a appris à parler la langue des signes en live. Ça intéresse tout le monde. En fait, apprendre à parler la langue des signes, c'était juste passionnant. On a mis en place des lives qu'on appelle les Respeech. En fait, on fait intervenir en live chaque semaine 5 entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, qui se lancent pour pitcher pendant 2 minutes leur projet devant notre communauté. Et donc, on a mis en place un peu toute une sorte d'activité digitale où notre communauté était vraiment animée tous les jours.
Dis-nous Et juste un peu plus sa communauté. C'est qui ces gens-là qui vous suivent pour qu'on alors, comprenne votre… alors, la communauté, quand je parle du coup du digital, je parle surtout d'Instagram. Oui. Instagram, Facebook et LinkedIn. Alors, LinkedIn, on a une très forte communauté sur LinkedIn parce qu'on parle business, entrepreneurial, mais on a quand même largement diminué notre prise de parole pendant le confinement parce que j'ai trouvé que LinkedIn, d'ailleurs, il y avait un gros ralentissement. Mais on a maximisé sur Instagram. Et sur Instagram, je dirais que c'est une communauté entre majoritairement 25 et 35 ans. D'accord. À 70%, c'est des femmes. Et donc, c'est cette communauté vraiment 25-35 ans qu'on a, avec qui on a interagi et avec qui on a animé du coup, des lives pendant toute cette période de confinement. Et donc, cette activité digitale nous a permis de recruter un grand nombre de nouveaux clients potentiels, un grand nombre de nouveaux abonnés. Rien que dans l'espace d'un mois sur Instagram, on avait 15 000 nouveaux abonnés organiques qui sont vraiment venus d'eux-mêmes, alors que d'habitude, c'est plutôt du 5 000 abonnés par mois, je dirais. Là, on a fait quand même x3. Et ces abonnés ont été vraiment convertis, on s'en est rendu compte dès début avril sur le site internet où les ventes ont vraiment eu une évolution assez croissante. Et d'ailleurs, ça a continué pendant tout le confinement. Donc, on s'est mis à lancer, on devait lancer un produit, on devait lancer des vitamines naturelles antifatigue le 17 mars qu'on a annulé. C'était un gros lancement. Du coup, on l'a reporté à la fin du confinement. Et au milieu du confinement, on a même lancé, je l'ai dit à côté de moi, notre gamme solaire. C'est nos crèmes solaires naturelles et minérales. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il faisait tellement beau, les gens étaient dans leur jardin en train de bronzer. Et donc, ça faisait du sens de lancer quand même notre gamme solaire et de ne pas attendre le mois de mai. Donc, on l'a lancé et finalement, il y a eu énormément de ventes. Et alors, quand tu parles de ventes, donc là, évidemment, comme tu disais, ce sont des ventes sur Oui. votre site. Hein, de toute façon, Sephora était fermé. Hein. Mais Ouais. il faut se rendre bien compte, parce qu'on parle de marque digitale, etc. Je pense qu'on va revenir dessus. Mais vous vendez quand même beaucoup dans des espaces physiques, chez Sephora, chez Monoprix, etc. Comment ça se répartit à peu près votre business? Alors, notre business, aujourd'hui, on est à 50-50. Je pense que ce n'est pas encore très réaliste, puisqu'en fait, on a démarré avec uniquement le site internet. Sephora et Monoprix sont arrivés après. Donc, en un an, voilà, on est à 50% sur le site. Mais bien sûr, on vend beaucoup aussi en offline et on pense que c'est super important. Nasser le disait, nous, on veut être une marque consumer-centric. Et donc, quand on est consumer-centric, on va là où la communauté nous cherche. Et donc, c'est très bien d'être sur notre site internet et de se dire qu'on a une proximité directe avec la communauté, du coup, qui peut commander directement sur le site et puis avec qui on va avoir une certaine relation. Mais finalement, les consommateurs souhaitent nous trouver en magasin, là où ils font leurs courses, surtout quand on avait uniquement le déodorant au début. C'était quand même plus simple d'acheter un déodorant juste en faisant ses courses plutôt que de le commander seul sur le site internet. Donc aujourd'hui, je suis convaincue, en fait, c'est un peu aussi l'avenir. On peut pas, même si on dit qu'on est une marque digitale, on ne peut pas vendre uniquement sur internet. Et donc c'est pour ça qu'on est aujourd'hui chez Monoprix, qui est le premium de la GMS, parce que c'est là où les personnes font leurs courses. C'est la clientèle à qui on veut s'adresser, qui est une clientèle assez premium, mais pas encore convertie totalement au bio et au naturel. Ces gens-là, ils vont faire les courses chez Naturalia et chez Bio C'est Bon. Donc nous, on voulait vraiment s'adresser à ce type de clientèle qui est un peu sensibilisée, mais pas trop. Et ensuite, Sephora, parce que Sephora, c'est le temple de la beauté. Et que quand ils m'ont contacté, je me suis dit, moi, j'ai très envie d'aller justement mettre mes produits d'hygiène naturelle, ce sont finalement des produits de beauté, ces produits qu'on utilise tous les jours, dans le temple de la beauté qui est Sephora. C'est en plus une autre cible. Et le quatrième canal, je dirais après notre site Monoprix Sephora, le quatrième, c'est les pharmacies. Et les pharmacies, c'est parce qu'on est recommandé par les professionnels de la santé. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche. Donc aujourd'hui, on est dans environ 400 pharmacies et on touche vraiment là-dessus pour en ouvrir de plus en plus d'ici la fin de l'année. Voilà. Alors, je crois qu'aujourd'hui, vous êtes une vingtaine à peu près, ou presque. Oui, quasiment 20. Cet été, on sera 20. Magnifique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on est une marque en croissance comme ça, on recule quoi comme profil? Aujourd'hui, j'allais dire, et puis d'ici la fin de l'année, si on extrapole un peu, c'est-à-dire que quels sont les talents dont on a fondamentalement besoin auprès de soi tous les jours et en interne, que vous ne pouvez pas aller chercher à l'extérieur? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, on avait besoin avec Thomas de talents qui ne sont pas comme nous, clairement, qui n'ont pas les mêmes compétences que nous et qui sont tous beaucoup plus experts que nous dans leur domaine. Donc, on a été chercher des personnes qui ont déjà de l'expérience. On est une moyenne d'âge, pour tout vous dire, de 28 ans. Donc, on est quand même pas très vieux chez Respire. Et ouais, 28 ans. La plus âgée, elle a 33 ans. Ah oui, tout de même. Voilà, c'est la senior de l'équipe. Et donc, dès le début, en fait, on s'est, avec Thomas, on s'était posé en se disant
de quoi on a besoin et comment on structure l'équipe. Et heureusement qu'on l'a fait du coup 6 mois avant le confinement, sinon on aurait été vraiment en galère. Donc les 4 grands pôles en fait qu'on a chez Respire, il y a le pôle communication, qui est le pôle un peu majeur, j'ai envie de dire, pour la croissance de la marque depuis le début. On a un pôle produit, donc uniquement dédié développement produit. Là, elles sont 3, donc il y a une responsable développement produit et une ingénieure chimiste de formulation. Et puis ensuite une chef de projet qui les aide. Le 3e pôle super important, c'est le pôle sales, donc pôle commercial, où ils sont 3. Alors, les commerciaux, forcément, il faut être key account manager et savoir gérer les gros comptes comme Sephora, Monoprix, mais aussi aller démarcher des nouveaux, par exemple, les nouvelles petites pharmacies à ouvrir. Et le 4e pôle, c'est le pôle opération finance, donc lui qui gère toute la logistique, mais aussi l'administration des ventes. Bref, je pense que vous connaissez très bien. Mais donc les personnes qu'on a embauchées, c'est vraiment des personnes d'expertise. Donc, par exemple, notre responsable opération, il a 28 ans, Guillaume, et il a passé 3 ans chez McKinsey. Et il était expert vraiment, il était consultant en opération industrielle chez McKinsey, donc il se connaissait très bien pour pouvoir rejoindre. Ça me fait plaisir que tu dises que les consultants sont des experts. Ça, c'est magnifique. Oui. Ah, d'accord. C'est pour te flatter. Non, c'est pas vrai. Je le pense. Et donc voilà, donc en fait, on a pris lui de chez McKinsey, on a une fille qui est arrivée de chez Unilever, on en a une qui était chez Merci Handy, je ne sais pas si vous connaissez, donc petite marque digitale aussi en hygiène qui a explosé. Et donc, on s'est vraiment entouré d'experts qui peuvent, eux, nous aider à développer Respire et qui ont beaucoup plus de compétences que nous. Donc, on a ces 4 grands pôles. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on internalise encore? On va internaliser surtout 2 pôles qui étaient pour le moment, on faisait avec des prestataires, c'est vidéastes, puisque finalement, la com, nous, c'est beaucoup de vidéos, et graphisme. Et ça, c'est trop compliqué. On a tellement de besoins de création de contenu quotidiennement qu'il faut qu'on internalise. Et sinon, les autres postes, là, c'est des postes plus opérationnels, chargés administration, finance, qu'on n'avait pas. RH, on se pose la question d'avoir quelqu'un qui vient s'occuper des RH. Et responsable communication, puisqu'aujourd'hui, en fait, la com, on n'a pas mis de responsable com, c'est moi qui le gère totalement, puisque une des forces de Respire aussi, c'est que c'est une marque très incarnée, par moi en l'occurrence. J'incarne totalement la marque et du coup, on ne voulait pas dès le début mettre une responsable, ou un responsable opération, un responsable communication dans ce pôle, puisque la com est intimement reliée à moi. Mais aujourd'hui, on se dit qu'il va falloir le faire puisque je ne peux plus tout gérer. Mais voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que avoir quelqu'un en charge du produit, oui, ça on imagine bien, quelqu'un en charge de vente, sinon, je ne vois pas comment vous pourriez faire. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au bout d'1 an et demi, alors que vous êtes 20, vous internalisez vraiment la production de contenu également dans sa dimension technique. Non, mais je trouve ça intéressant et inspirant parce que je regarde d'autres maisons qui sont pas tout à fait dans ton métier, probablement un peu plus luxe également. Et effectivement, on est à des années-lumière de ce genre de posture. Non pas qu'il faille tous faire la même chose, mais je pense que ça peut faire réfléchir, c'est intéressant. Et alors, j'ai une dernière question pour toi. C'est que j'ai lu que tu avais 25 ans. Alors, à force, tu vas finir par en avoir 26. Mais enfin, ça y est, je les ai eu il y a 2 semaines. Magnifique. Donc, bon anniversaire. Et donc, si j'avais une baguette magique, voilà, et puis pas de fausse modestie, etc., dans 10 ans, Respire et toi, c'est quoi? Vous êtes où? Alors, dans 10 ans, ce qu'on se dit avec Thomas, la vision vraiment de Respire, c'est on veut se positionner comme le leader en Europe, le leader d'hygiène beauté naturelle en Europe. Donc, ça se fera step by step, bien sûr, mais on y va à fond. Et d'ailleurs, donc au bout d'1 an de Respire, on lance en Europe. Là, en ce moment, dans les 2 prochaines semaines, on va être dans quasiment tous les pays d'Europe, dans 12 pays, où on lance avec Sephora. Donc, c'est génial d'avoir un partenaire comme Sephora qui peut nous lancer finalement dans ces 12 pays. Et avec le Covid, ça a un peu été retardé, mais on est déjà lancé sur tous les sites de Sephora dans ces pays. Et c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai vu mes premières stories d'influenceuses espagnoles qui découvrent Respire et qui m'en parlent en espagnol. Donc, moi, ça me fait complètement délirer parce que c'est fou de me dire que ça y est, on sort des frontières françaises. Et donc, du coup, mon objectif, il est là. Il est ambitieux, il est européen. Et quand tu dis hygiène, beauté, il y a beauté. Vous voulez sortir de l'hygiène? Enfin, je veux rien de confidentiel, c'est par curiosité, pour voir si vous… Alors, on se pose beaucoup de questions, puisqu'en fait, c'est vrai que tous nos développements produits, on les prépare quand même très en avance. On est là, on bosse déjà sur 2022, mais on s'adapte beaucoup à ce que nous demande notre communauté. Donc, cette relation vraiment de proximité avec la communauté fait qu'ils nous donnent leurs conseils, leurs avis, leurs idées. Et donc, ça nous permet de développer nos nouveaux produits.
Et il y en a beaucoup qui nous demandent du maquillage naturel, sain. Alors, c'était pas l'objectif de base, hein, mais finalement, on se dit pourquoi pas. Mais en même temps, on a lancé aussi des vitamines, donc compléments alimentaires naturels, parce qu'on dit Respire, c'est la marque qui permet de prendre soin de soi, de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Donc, ça passe par prendre des compléments alimentaires qui sont naturels. Et je pense que si on fait une marque avec vraiment des valeurs fortes et on voit que notre communauté, elle soutient ces valeurs-là, on est capable de développer une large gamme de produits, que ce soit dans l'hygiène, la beauté, pourquoi pas des produits bébés, pourquoi pas aller dans la lessive un jour. Enfin, on se pose vraiment beaucoup de questions, on a beaucoup d'idées, mais voilà. Génial. Si certains d'entre vous ont des questions, vous voyez, il y a un petit bouton qui s'appelle Converser. Je ne vais pas tous vous redonner le son parce que sinon on ne va pas s'entendre. Mais ceux d'entre vous qui pourraient avoir des questions, soit pour Nasser, soit pour Justine ou pour les deux, bien sûr, n'hésitez pas. Ah, une première question qui arrive qui est « Et pourquoi est-ce que ton ambition, Justine, c'est l'Europe et pas le monde ?» C'est une excellente question. On se dit l'Europe pour le moment parce que déjà, il y a des… En fait, pour être honnête, on s'est déjà fait contacter par le Canada. Et puis en plus, j'ai fait toutes mes études, moi, à Montréal, donc je rêve d'aller au Canada. Mais il y a des frais de douane qui sont énormes. D'envoyer nos produits là-bas, on se dit est-ce que c'est vraiment éco-responsable dans nos valeurs d'éco-responsabilité? C'est très compliqué d'assumer auprès de nos consommateurs qu'on va utiliser du fuel pour envoyer nos produits si loin. Donc, il y a ça. Et puis, il y a les Canadiens, moi, me disaient ce serait génial de pouvoir mettre vos usines là-bas et produire là-bas. Donc, pour le moment, on se dit, bon, l'Europe, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que je dis l'Europe, mais on s'est fait contacter par Target aux US, on se fait contacter par les Chinois. Et c'est vrai que c'est des produits, le Made in France, qui plaît beaucoup là-bas. Donc, pourquoi pas. On n'est pas fermé, mais aujourd'hui, on se dit, notre ambition, c'est l'Europe. Et si on a des propositions à l'international, pourquoi pas. Alors, en parlant de territoire, j'ai une autre question, Ouais. d'Isabelle. Aujourd'hui, est-ce que tous vos produits sont produits en France? Et à terme, est-ce que vous pensez que ça va toujours l'être? Alors oui, c'est produit en France et c'est vraiment, c'est une de nos valeurs qu'on coche et qu'on veut garder sur tous nos produits. Là, je vous montre de près. Elle est où ma caméra? Oh là là. Il y a le petit Made in France, le petit drapeau. Et donc, on souhaite garder ce côté quand même français. Et bon, je pense que, toi, tu le sais, Delphine, mais la France est quand même très forte en cosmétique. L'industrie cosmétique est très présente en France, en recherche et développement. Les labos sont super développés. Nous, quand on a développé notre shampoing solide et notre savon, si on va sur du solide, on a des savonneries qui ont des années, qui existent depuis plus de 200 ans et qui sont super fortes, en tout cas vers Aix-en-Provence, en Haute-Provence. Et donc, c'est génial de pouvoir travailler avec l'expertise française. Et finalement, je ne pense même pas qu'on gagnerait économiquement à aller faire notre production ailleurs. En tout cas, on gagne vraiment en termes d'expertise à être ici. Et puis nous, c'est hyper facile, hyper agile. Et c'est pour ça qu'on arrive à lancer des produits hyper vite. C'est parce qu'être en communication directe avec nos labos en 1 heure de train, je suis chez eux. C'est quand même génial. Ah, excellent. Alors, j'ai une autre question extrêmement intéressante pour faire le pont avec toi Nasser, avec l'horlogerie. On voit à quel point Justine et tout respire est totalement habitée par la sustainability. Mais alors, l'horlogerie et la sustainability, est-ce que ça va rimer? Est-ce qu'un jour, est-ce que ça… Il y a des marques qui… Ça commence. Ouais. Non, mais c'est un thème très important. Je trouve que ce qu'a fait Justine est extraordinaire. Je vais vous donner des exemples chez Breitling. On a commencé à développer des bracelets pour nos montres de plongée en éconil, qui sont des recycled fisher nets, donc des filets de pêche. Donc, on utilise moins de caoutchouc. On va, par exemple, transformer notre packaging de boîtes. Au lieu d'avoir des boîtes faites en bois ou en cuir, on va avoir des boîtes en matériel recyclable qui seront aussi transportées de façon intelligente, économiser le carbon footprint. On donnera l'option à nos clients d'avoir d'une boîte ou de ne pas avoir de boîte, parce que pas mal de clients ne veulent pas de boîte. On va arrêter les paper warranties, avoir des warranties sur des iPhones en utilisant du blockchain technology. Ah, excellent ça. Oui, il y a des gens qui font ça. Et on vient de recruter en plein de Covid notre Sustainability Manager. Donc, on réfléchit à toutes ces tendances. C'est important. On fait aussi dans la façon de fabriquer nos montres. Tout est fait en Suisse. Mais il y a beaucoup à faire encore. Il y a aussi sur la politique de travel, donc utiliser les vidéoconférences de plus en plus, ne pas voyager pour n'importe quoi.
Donc, c'est le début, mais on fait pas mal de choses. D'accord. Merci infiniment à tous les deux. On essaye toujours de garder, un temps comprimé. J'ai pas mal de messages qui arrivent pour dire à quel point vos points de vue complémentaires étaient hyper intéressants tous les deux. Et en plus, égoïstement, c'est une merveilleuse introduction à la seconde partie de notre étude qui est à paraître mercredi et qui sera focusée sur l'horlogerie joaillerie et sur la beauté. Parce qu'on pense que même si on a le sentiment que vous êtes aux deux extrêmes du luxe, si je puis dire, eh bien l'un peut tout à fait inspirer l'autre et je pense qu'on l'a vu tout de suite. Notre prochain Matox, qui sera donc le 5e, nous aurons l'honneur d'accueillir un très très grand monsieur du luxe mondial puisque nous accueillerons Patrick Chaloub. Et d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.